Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle émission. Donc Dans ta bulle, le Dans ta bulle mois de mars. Donc c'est nos lectures favorites à Marceau et à moi-même. Donc on vous fait un peu une sélection de ce qu'on a lu. Donc c'est du comics et de la BD. Je suis très contente de te revoir Marceau, ça va ? Pareillement, ça va très bien et toi ? Bah ouais, ça va. Donc voilà, on a préparé des émissions pour le mois de janvier et pour le mois de février. Alors c'est en différé parce que cette nouvelle année nous a beaucoup secoué. On travaillait tous les deux pour le Comics Corner. Et donc maintenant Marceau poste pour une autre librairie, le Canal ça. BD, c'est ça ? Librairie du Canal. Librairie du Canal, c'est ça. Et donc voilà. Et nous, par rapport aux BD et aux comics qu'on vous montre, on est en partenariat avec Bubble BD. Donc les liens qu'on va partager sous la description vous renverront directement sur ce site-là pour les commander. Moi, c'était vraiment une volonté de ne pas travailler avec Amazon, d'essayer de faire vivre toutes ces librairies-là et ce site-là qui est vraiment très très cool, qui propose aussi plein de conseils, plein d'articles et qui se dérive aussi en maison d'édition, donc Bubble Édition. On va débuter avec toi Marceau pour un de tes coups de cœur du mois de mars. De quoi tu veux nous parler ? Alors la première BD dont je vais vous parler, ça s'appelle Contrition. C'est celle que j'ai devant moi qui est sortie en mars chez De Noël pour l'éditeur. En fait, Contrition, ça va être une BD très très sombre. On va suivre un village aux États-Unis qui s'appelle justement Contrition et qui a la spécificité d'accueillir tous les criminels sexuels des condamnés pour l'État de Floride. Donc comme ils ont des restrictions judiciaires sur l'éloignement, ils doivent pas être en contact avec certaines femmes, ils doivent pas être en contact avec des enfants. Ils sont un peu ghettoisés dans ce village qui va mener une vie un peu paisible jusqu'à ce qu'il y ait certaines immolations, certains cas d'immolation qui soient retrouvés. Et à partir de là, on va suivre l'enquête on va essayer de démêler le vrai du faux de cette histoire. C'est une BD vraiment, vraiment très sombre, un portrait des États-Unis assez sombre, assez sec, mais c'est hyper intéressant. Ça parle de plein de sujets, notamment de pourquoi est-ce qu'il y a tant de cas de criminalité sexuelle et notamment pédocriminelle aux États-Unis. C'est vraiment hyper intéressant. C'est une lecture un peu coup de poing, quoi. Il faut pas lire ça un soir, on est déprimé. Il faut pas lire ça si c'est des sujets qui nous touchent trop personnellement. Mais franchement, c'est une BD assez importante, j'ai trouvé. On est sur du noir et blanc, du coup ? Ouais, on est sur du noir et blanc pour un trait vraiment un peu très gras. C'est ça, très gras, un peu à la Charles Burns ou des trucs comme ça. C'est vraiment c'est saisissant, mais c'est passionnant et vraiment. Et le côté polar est très très bien fait. On se prend au jeu de l'enquête, même si on est évidemment incapable de s'attacher à ces personnages qui nous débectent plus les uns que les autres. Mais vraiment une très très bonne pioche et j'ai été très surpris par ça. Ça peut faire office un petit peu de BD docu ? Est-ce qu'on a un petit peu une réflexion derrière un peu poussée, des sources ou pas du tout ? Alors c'est pas du documentaire parce que c'est totalement de la fiction, mais par contre on a ce côté portrait des États-Unis. Il y a vraiment une volonté de parler de la criminalité aux États-Unis. Ok, super. Et ben écoute, je vais rester dans le même style que toi, un peu moins dark, un peu plus divertissant, du côté de chez Urban Comics, dans la collection Indies, c'est Newburn. Donc on va suivre Easton Newburn, qui est un détective privé qui travaille en fait pour les grandes mafias criminelles de New York. Et il joue un peu un double jeu. En fait, il a un accord tacite dans cette ville-là où il leur rend un peu service. Non pas que lui est foncièrement méchant, il travaillait à l'époque pour la police et il continue un petit peu de rendre service à la police et de faire une sorte d'équilibre un peu tacite entre ces mafias-là. Et donc du coup toute la police de la ville, même si évidemment ça va partir en problème, il va faire une succession d'enquêtes qui va tourner très mal où certaines mafias vont être impliquées, les mafias entre elles aussi vont se servir un petit peu de lui, mais lui a toujours un coup d'avance. C'est vraiment la figure même du détective qui est vraiment très très introverti, hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi j'avais peur de tomber dans une facilité de scénario qu'on peut avoir dans les polars, que ce soit dans les films ou dans les récits ou dans les romans de Le Loup solitaire. Ouais. Là, ça change un petit peu parce qu'il va s'allier avec une jeune fille qui, elle aussi, a un passé plutôt trouble avec certaines mafias criminelles de la ville et va la prendre un peu sous son aile en disant bon, de toute façon, je peux pas faire tout seul. Il y a bien des moments où je peux pas faire tout seul. Donc, il faut que j'ai une sorte d'assistante pour qu'elle enquête aussi de son côté et lui, sans le vouloir, lui apprendre un petit peu les ficelles du métier.
c'est pas un one shot, c'est une série qui a l'air très très intéressante. Donc en fait, ce qui est assez cool, c'est qu'on a une sorte de fil rouge d'enquête où on comprend que ça va beaucoup plus loin que les petites choses qu'il règle, mais n'empêche sur un seul tome, on a vu l'ensemble de ce que peut ressembler Stan Newburn, de ce que peut en tout cas montrer Chip Zdarsky, parce que je l'ai pas dit, c'est une nouvelle série de Chip Zdarsky qui en ce moment est un peu une étoile montante d'Urban, totalement. qui est un peu partout du côté de chez Batman. T'en en parlais pour les lectures du mois de février, qui n'est pas encore sorti sur la chaîne, qui a travaillé sur Dark City notamment, sur The Night, je crois que c'est Batman The Night, il est aussi sur, qui est très très bon, là je l'ai lu il y a pas longtemps là. Du côté de chez Marvel bossé sur Daredevil. J'aime beaucoup sa vision de ça. Et au dessin, on a Jacob Phillips. Et le mariage entre les deux fonctionne très très bien parce que Jacob Phillips a un trait plutôt noir, plutôt très épais, tu vois. On est quelque chose d'un peu féroce qui colle avec la personnalité en plus de Newburn. Et de toute façon, Zdarsky, lui, a cette faculté de raconter de l'humain à travers des histoires très très simples. C'est-à-dire que moi, à la base, le polar, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, mais là, il y a un côté néo-dark, il y a un côté gothique qui me plaît en fait, qui me rappelle un peu du Burton, et donc je me dis le mélange est un peu bizarre, mais non, ça fonctionne super bien. Moi, j'ai très très hâte. Alors peut-être un peu court, mais ce qui est rassurant, c'est qu'on est sur une série, un tome 2 apparaître, peut-être un tome 3, ça j'ai pas eu encore d'autres annonces, mais qui se lit très 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 facilement. Donc voilà, petit coup de cœur du mois du côté du polar. On va peut-être aller sur un autre style pour toi. Ouais, tout à fait. Alors c'est une BD que j'ai pas pu ramener ici, mais qui s'appelle La Méduse, qui est écrite par une autrice qui s'appelle Boom, et on va suivre une jeune fille qui a une maladie elle a une méduse dans l'œil en fait. Donc pour le lecteur, ça se traduit par des méduses qui apparaissent sur les cases de BD et qui gâchent un peu le plaisir. Et c'est pour montrer que en fait finalement cette jeune femme est en train de perdre la vue. Et plus on va avancer dans le récit, plus les méduses vont être présentes, plus elles vont être nombreuses sur les cases, plus ça va être difficile. Une métaphore de la maladie finalement. Exactement. Et plus ça va être difficile pour nous de lire la BD en même temps. C'est un récit vraiment très très touchant, très intime, où le concept de la BD est vraiment en accord parfait avec la narration, en accord parfait avec ce qu'elle essaye de raconter. C'est très cool, le dessin est pareil, tout en noir et blanc, il y a un trait un peu manga dans la BD qui est très cool, même dans le format de la BD est assez plus petit, encore plus petit que ce format-là. En format souple en plus. Et c'est un one shot, c'est pas une série qui va être vraiment dans l'intime, dans le touchant, et en même temps parler de sa maladie, mais de toutes les relations qu'elle entretient, qui sont un peu gâchées, et d'autres, et du soutien qu'elle reçoit aussi. C'est une très 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 bonne pioche. Moi c'est une BD que j'ai adorée. Ok. Et puis tu as l'air de très bonne humeur pour le mois de mars. Que des choses très joyeuses, de la maladie. Ouais, tout à fait. Bon, alors du coup, je vais donner un petit peu plus de couleur, si ça te va. J'ai voulu faire un petit focus sur la collection de Panini Comics pour le 8 mars. Donc le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Je tiens à rappeler que c'est pas qu'une journée. Si on peut faire ça tout au long de l'année, continuellement, ça serait cool. Mais donc Panini a lancé cette édition spéciale qui est sur un format souple, petit, à 6,99. Alors ils font pas exclusivement ça pour les super-héroïnes, c'est quelque chose qu'ils essayent de renouveler un peu plus de façon récurrente. Et donc là, c'est sur 6 héroïnes. Donc là, j'en ai ramené 2, mais on retrouve Miss Marvel, Captain Marvel, Jane Foster, She-Hulk. Si je dis pas de bêtises, je pense que j'ai fait le tour. Et donc ici, j'ai ramené Black Widow, des liens indéfectibles, et Jessica Jones, alias Origine secrète. C'était globalement mes 2 gros coups de cœur. Moi, j'ai voulu mettre en avant Black Widow. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est 2 femmes qui sont au scénario et au dessin. Ça, c'est important de le dire. J'ai eu la chance de bosser avec l'agence de presse Wizard Communication qui avait préparé une soirée de lancement justement pour cette série-là, et Arnaud de Comics Blog était venu pour faire un petit peu un discours sur le comics et le féminisme en général, et se dire que finalement il y a beaucoup
des femmes qui n'ont pas eu leur place, notamment dans les grandes maisons qui sont Marvel ou DC. Et donc, de pouvoir mettre dans cette série de 6 comics ces 2 femmes-là qui ont bossé sur Black Widow, et qui est un récit très intéressant. Moi, c'est un perso que je connais pas beaucoup. J'ai pas lu beaucoup de comics d'elle. Et donc là, il y a vraiment sa vision de l'espionnage qui, elle arrête en fait sa carrière pour reprendre une vie plutôt classique avec un homme et pourquoi pas fonder une famille. Mais est-ce que c'est réellement en accord avec la Black Widow? Est-ce que vraiment son passé va pas la rattraper? Donc on est sur un récit hyper actif, très très bien dessiné. Enfin, les planches sont très très belles. J'aime beaucoup le dessin qui est du coup de Cassangrande. Donc je conseille vraiment. Et j'ai choisi Jessica Jones. Déjà, c'est un des persos que j'aime le plus du côté de Marvel. J'adore cette contradiction qu'elle a entre le fait qu'elle veut être une héroïne et le fait qu'elle veut être une détective, que finalement elle est loin de tout ça et qu'elle aimerait juste être tranquille. Et donc c'est tout ce qu'aborde en fait ce comics-là, avec notamment l'arrivée de son antagoniste principal qui est l'Homme Pourpre, qui est le méchant que vous avez pu voir notamment dans la série, qui était très très bonne. Et donc là, on revient un peu sur le moment où elle était héroïne sous le nom de Jewel et pourquoi elle quitte le costume pour lancer sa boîte de détective qui du coup sous le nom de Alias. C'est un scénariste que j'aime beaucoup qui est Michael Bendis, qui travaille notamment sur un excellent run de Daredevil et aussi qui fait le pont un petit peu avec son run à elle. Donc ça, c'est très très cool d'avoir des croisements. C'est pas obligé de lire les 2 en même temps, mais pour le coup je l'ai fait par un pur hasard et c'était vraiment très très cool. Au dessin en Agaidos, donc très très bien, qui colle un peu au côté un peu sombre et un peu dark que peut avoir Jessica. Mais bien sûr, dans la collection, je vous conseille Miss Marvel, qui est vraiment très très cool, très rafraîchissant. Peu de comics d'elle, mais franchement c'était très très bien. She-Hulk de Dan Slott aussi, qui est plutôt cool, qui fait un peu le pont avec la série et qui aborde aussi tout son côté cabinet d'avocate et comment elle gère sa carrière et son côté super-héroïne. Bon, le Captain Marvel aussi est très très cool. Et le Jane Foster, qui est toujours très très bonne, de Jason Aaron, qui a créé ce personnage-là et qui a mis en avant le fait que cette femme-là peut aussi porter le marteau avec sa vie personnelle où elle subit un cancer et elle lutte aussi contre ça. Donc belle collection. Je sais pas si toi, je sais que tu avais lu peut-être le Jessica de Bendis. J'avais lu le Jessica Jones de Bendis, que j'ai adoré, qui est vraiment hyper dark. C'était un moment où Marvel essayait de faire des récits un peu plus sombres et ils avaient confié cette série-là à Bendis, qui avait fait un travail assez incroyable. Et j'avais lu aussi le Black Widow, qui avait été vraiment une très bonne surprise. Je les avais lus à l'époque où ça paraissait en dur. Et vraiment très très bonne surprise. J'en attendais pas grand-chose, mais j'ai été très 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 surpris par la qualité et le dessin qui est à la fois simple mais qui marche très très bien, qui est très joli et qui est en parfaite adéquation avec ce que le comics avec ce qu'essaye de raconter, parce qu'il y a un côté un peu sitcom au début où on va suivre une Black Widow dont on pense qu'elle a maintenant une vie rangée, une vie de famille et tout ça, et finalement qui va être embarquée dans une aventure qui la dépasse encore une fois. Mais ouais, c'était vraiment une très très bonne surprise. Je sais qu'il y a eu un peu des critiques du fait qu'on est sur un format souple et que peut-être ça gâche un peu le côté lecture comics. Moi, j'aime bien. C'est pas forcément parce que j'ai bossé avec eux, vraiment, parce que je bosse déjà avec des maisons d'édition et quand j'aime pas et je le dis. Mais c'est assez pratique dans l'aspect de se promener avec, de le mettre dans son sac et que t'as moins de peine à l'abîmer que si t'abîmes une couverture rigide qui est un peu plus problématique. Et globalement, même quand on les aligne ensemble, ça fait un bon format. J'aime bien l'idée des couleurs qui sont très distinctes sur chaque perso et même, enfin voilà, qui reste accessible pour des personnes. On est sur 6,99 pour des récits assez percutants. C'est-à-dire, moi, on a déjà, quand on a bossé au Comics Corner, revenu aussi sur les opérations de com que pu faire Urban avec Batman, et sur des récits qui sont un peu plus pauvres, qui ne méritent pas forcément peut-être toute la lumière. Et donc là, il y a vraiment une sélection qui a été réfléchie, je trouve, en amont pour ces persos-là. Donc c'était très très cool. Donc on vous conseille fortement. On va repasser à toi, Marceau. Ouais, alors moi j'ai une deuxième BD que j'ai pas pu ramener qui s'appelle Océan Express, qui est une BD de François Hérol, qui est une BD avec un concept assez particulier. En fait, sur la toute première page, on va rencontrer 2 personnages qui sont dans une gare, ils partent en vacances. C'est un homme et une femme. Ces 2 personnages se
collisionnent sans faire exprès, ils sont pressés, du coup ils regardent pas trop où ils vont et ils se rentrent l'un dans l'autre et ils ont la même valise et ils vont du coup échanger leur valise sans faire exprès parce que ils sont pressés, Évidemment. ils ont un train à prendre. Et à partir de là, la suite de la BD, en fait, sur toutes les pages à gauche, on va suivre l'histoire de la fille. Sur toutes les pages à droite, on va suivre l'histoire du garçon. Et on va voir qu'ils arrêtent pas c'est un chassé-croisé en fait entre les deux. Ils sont tout le temps pas loin, mais ils se recroisent pas pendant assez longtemps dans la BD et on va suivre leur rencontre sans que il y a à la fois la frustration parce que on les revoit quasiment jamais ensemble, mais en même temps on sait que peut-être à la fin il va se passer quelque chose. C'est ça, ils sont tout le temps à côté, ils croisent exactement la même personne, les mêmes personnes. Ce qui se passe dans la page de gauche va un peu influencer la page de droite. C'est vraiment une BD très cool, avec un style assez particulier en noir, blanc et bleu, en gros pour les couleurs, qui je suis pas très fan d'habitude des BD un peu concept comme ça où des fois je me dis que c'est pas trop, c'est un peu gadget quoi. Là c'est vraiment utile, c'est vraiment une BD sympathique à lire qui fait du bien, qui met de bonne humeur, ce qui change avec mes choix précédents. Et franchement c'est vraiment hyper cool. C'est une très très bonne pioche si vous avez l'occasion. C'est une BD vraiment détente à lire. Voilà, quand on est de bonne humeur pour se faire un petit juste après cette lecture-là, après compétition. Parfait. En plus c'est réfléchi sa sélection, c'est génial. Avant qu'on passe à notre coup de cœur en commun, on s'est même pas concerté en plus, parce qu'évidemment tout est réfléchi, tout est travaillé dans cette vidéo. Moi, je vais parler d'un autre petit coup de cœur qui n'est pas une BD ou un comics, mais qui est un merveilleux pamphlet, qui est un beau récit d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Nouvelle Lune, qui vont donc ici continuer à ressortir des récits qui vont parler de féminisme, de lutte queer, de lutte LGBT, d'écoféminisme, etc. Et donc là, on a le récit de Françoise Daubonne, qui est une pionnière du féminisme et qui a notamment inventé le mot écoféminisme, qui date de 1999. Et dans ce pamphlet-là, elle revient en fait sur le terme qu'elle a aussi inventé, qui est le sexocide des sorcières. Donc toute la chasse aux sorcières et finalement a été orchestrée pour continuer un patriarcat qui en découle encore aujourd'hui. Et donc on en revoit encore les effets aujourd'hui. Et c'est alors on a évidemment des termes qui sont parfois un peu compliqués. Il faut s'accrocher au début parce que c'est une écriture qui date de 1999 et Françoise Daubonne est vraiment une grosse intellect. Donc évidemment, quand on n'est pas habitué aux essais, je pense que ça peut être compliqué. Moi, j'ai l'habitude d'en lire. C'est pas pour ça que je me sens plus intelligente, mais voilà, il y a certains termes qui peuvent un petit peu buter ou des phrases un petit peu plus longues. Pourquoi pas une deuxième relecture? Moi, typiquement, le premier chapitre, je l'ai vraiment relu, mais elle revient vraiment sur toute l'historisme du XVe siècle au XVIIIe siècle, sur l'Europe chrétienne, sur les religions et toutes ces persécutions qui sont arrivées aux sorcières. Et donc c'est vraiment intéressant. C'est un récit classique. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir lu, non pas juste pour une féministe, non pas juste pour l'écologie, mais pour l'ensemble des personnes, pour comprendre ce qui s'est réellement passé à l'époque des chasses aux sorcières, parce qu'on a tendance, à travers beaucoup de séries, à travers beaucoup de films, de rendre ça un peu plus beau, un peu plus lisse que ça a été, alors que finalement ça a été très très grave. Je sais pas si toi tu connais cette femme-là ou si tu as pu... Moi j'ai jamais lu de ses essais, mais je la connais de nom. Effectivement, elle a été vraiment assez importante pour toutes les notions qu'elle a introduites dans son militantisme, et ça a l'air passionnant comme essai. Ouais, c'est vraiment passionnant. En plus, c'est une très très belle couverture, une très belle édition, c'est assez court, ça se lit vite. Il y a une préface de Taous Meraki qui est vraiment incroyable, parce qu'elle revient du coup sur sa conception de femme, et son lien avec Françoise Daubonne. Donc c'est vraiment très cool. Souvent les préfaces comme ça peuvent apporter un réel cachet, t'emmener sur un bon guide de lecture ensuite par la suite. J'ai vraiment hâte de voir aussi ce que va proposer Nouvelle Lune, sur peut-être des récits qui vont remettre en avant des autrices
peu connue, même si Françoise de Beaune est un peu plus connue, mais ça date d'il y a quelques années, parce que même le terme d'écoféminisme est repopularisé maintenant, depuis, je pense, 2 ans, mais elle l'a inventé, du coup, en 1999, on a tendance à oublier, mais moi, je le savais pas forcément, malgré mes recherches, et donc, même sur d'autres peut-être nouvelles autrices ou nouveaux auteurs qu'elles vont mettre en avant, donc j'ai très très hâte. Et donc, on va passer à notre coup de cœur du mois, c'est ça. Qui est toujours un peu sur le féminisme, avec Liv Strömquist, aux éditions Rackham. C'est ça, Astrologie, du coup, c'est le nouveau Liv Strömquist. Alors, Liv Strömquist, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une autrice de BD qui est à la fois aussi, sociologue. Donc, toutes ses BD ont un penchant un peu sociologie. Elle avait déjà parlé du féminisme, elle avait parlé de la société du paraître et des réseaux sociaux dans Le Palais des Miroirs. Et là, cette fois-ci... Le capitalisme aussi, dans Grandeur et Décadence. Ouais, exactement. Et là, cette fois-ci, elle va s'attaquer au thème de l'astrologie. Donc, c'est à la fois traité avec beaucoup d'humour, comme dans toutes ces BD. Il y a un humour à la fois absurde, mais à la fois très incisif aussi, que moi j'aime beaucoup. On va commencer avec un portrait des 12 signes du zodiaque, où elle va décrire un peu les grands clichés sur les signes. Elle va nous dire quelques personnes, quelques politiciens qui sont issus de ces signes. Et la seconde partie va être vraiment consacrée à la partie sociologie. Pourquoi est-ce qu'on croit à l'astrologie? Pourquoi est-ce que c'est si important pour certaines personnes? Pourquoi ça a pris une telle ampleur dans notre société? C'est comme d'habitude avec Liv Strömquist, c'est à la fois hyper drôle, hyper intéressant en même temps. C'est vraiment une très très bonne pioche, et moi, pour le coup, c'est ma meilleure vente BD de ce mois-ci. Tout le monde l'attendait de pied ferme. Enfin, en tout cas, ses fans l'attendaient de pied ferme. C'est l'équivalent en France de Riyad Satouf pour l'Arabe du futur, quoi. Enfin, tu sais très bien qu'en librairie, il faut en commander une vingtaine. Exactement. Le jour J, quoi. Et franchement, pour moi, le seul tout petit défaut, c'est que la deuxième partie, la partie sociologie, prend presque pas assez de place. On reste presque un peu sur notre fin. J'ai une réponse pour ça. Et voilà. J'ai une réponse pour ça. Du coup, tu l'as très bien décrit. Liv Strömquist, moi, c'est une personne que j'adore. J'ai eu la chance de la rencontrer pour une interview sur Canal BD. Et ce qu'elle me disait, notamment, donc elle a fait ce bouquin-là, pas pour son attrait personnel au niveau de l'astrologie. Elle aime bien ça l'intéresse, mais sans plus. C'est surtout parce qu'elle avait énormément de demandes de sa communauté, qu'elle aime bien interagir avec eux, et que quand elle avait lancé un petit peu, quel thème je pourrais aborder, parce qu'elle, finalement, est intéressée partout, avec un prisme féminisme et de la politique, mais elle travaille beaucoup en essai. À la base, elle voulait être autrice, elle voulait écrire. C'est pour ça que peut-être certains vont un peu rebuter sur son dessin, parce qu'elle travaille pas forcément son dessin. Elle va le penser vraiment en termes d'écriture. Et puis, le fait que son dessin soit pas parfait, elle est OK avec ça. Ça n'a pas besoin d'être parfait, parce que le fond, comme tu as dit, c'est très intelligent, c'est hyper sourcé, hyper documenté. Elle fait beaucoup de recherches pour ça. Et donc, du coup, les gens lui ont dit, il faut parler d'astrologie. Elle a dit, bon, d'accord, OK. Et dans la version suédoise, zut, elle est suédoise ou... Elle est suédoise, j'ai eu un doute. Et ben, ça s'arrête au niveau des signes astrologiques. On n'a pas la partie réflexion. Il y a la version française où, du coup, on a cette partie-là. D'accord. Et parce qu'en fait, quand elle l'a fini, c'était parti en impression au niveau de la Suède, et puis elle s'est dit, mais je peux pas... Là, en fait, je suis trop en réflexion. J'ai envie d'aborder un peu plus, et peut-être que elle a eu des deadlines en France, elle me l'a pas forcément dit, mais que elle aurait pu en parler un peu plus. Peut-être qu'au niveau de la numérotation, ça aurait été un peu gros, parce que c'est ça aussi, c'est qu'on est sujet aux maisons d'édition à faire un certain nombre de pages. Quand vous voyez toutes les productions qu'elle a fait chez Rackham, c'est globalement ça n'a pas moins gros ou plus gros, quoi. Et c'est très intéressant vraiment comment elle a abordé la chose. Notamment, elle disait que les Gémeaux prennent cher. Donc, je sais pas si vous êtes Gémeaux sur cette chaîne, mais voilà, elle disait qu'en dédicace, ils venaient la voir en disant c'est vraiment pas trop juste, parce que on n'est pas réellement ça, mais... Moi, c'est vraiment une de mes autrices préférées, qui apporte beaucoup d'humour sur des sujets qui peuvent être lourds, et c'est comme ça en fait qu'elle voit la chose. Un de ses récits un peu fondamentaux, si je vous dirais de commencer, ça va être L'origine du monde, où elle revient sur le mythe d'Adam et Ève, et donc pourquoi Ève est le mal incarné, et pourquoi elle aurait croqué dans la pomme. Et on pourrait vite s'énerver, notamment en tant que femme, parce que c'est un peu répétitif dans ça, mais
comme elle apporte énormément d'humour et c'est comme ça qu'elle le voit, ça peut aussi déconstruire ça, dans le sens où on parle déjà de choses assez tristes. Donc si on peut en parler d'une manière un peu plus légère, ça peut voilà, apporter un peu plus de cachet, quoi. Donc ouais, c'est un très très bon récit. Moi j'aime beaucoup l'astrologie, donc ça me fait rire qu'elle a abordé ça, mais ce qui est assez fort avec elle, c'est qu'elle peut aborder tous les thèmes. Je t'en parlais tout à l'heure, mais elle a fait Grandeur et Décadence, donc c'est un de ses seuls titres où il y a un peu moins de féminisme, et du coup elle parle de capitalisme, et en fait c'est quelque chose qui la touche aussi, c'est l'intérêt, mais ce qui est bien avec elle, c'est que elle peut aborder tous les sujets, mais une fois qu'elle aborde un sujet, elle a mis de côté. Elle va pas forcément revenir dessus, et donc quand on parle de féminisme, c'est des féministes très très différents, et c'est là où on parle de féminisme au pluriel, avec Les Sentiments du Prince Charles où elle parle de relations, dans Les Palais du Miroir avec Le Diktat de beauté, La Rose la plus rouge où elle parle aussi d'amour, mais de manière très différente que Les Sentiments du Prince Charles, quoi. Donc voilà, très bonne lecture. Ouais, tout à fait. Et je crois qu'on a fait le tour, c'est déjà pas mal, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, toutes ces lectures-là, on vous incite vraiment à aller lire, à aller sur le site de Bob BD ou dans votre librairie préférée, mais s'il vous plaît, pas la Fnac ou Amazon. Je lance des pistes, après vous faites ce que vous avez envie. J'ai envie de dire, l'important c'est de lire. Merci en tout cas de nous suivre, on va travailler de plus en plus, que ce soit avec Marceau, avec le collectif Le Réseau qui réalise sa vidéo et qui fait du très très bon travail pour vous proposer contenu de qualité sur du comics, mais aussi sur les adaptations des comics, donc notamment le prochain live Twitch sur la chaîne du collectif, ça va être sur Shazam, Fury of the Gods, donc où on sera tous ensemble le lundi 3 avril, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Et puis je vous dis à bientôt pour le prochain Dans ta bulle pour le mois d'avril. Au revoir. Salut.